Bonjour à tous. Normalement, nous commencerons vers 11 heures. Est-ce que dans ceux qui sont déjà là, vous pourriez simplement me dire si vous me voyez et vous m'entendez bien? Super, et écoutez, on patiente encore 2 minutes. N'hésitez pas à vous poser, à faire apparaître des questions. On essaiera d'y répondre tous ensemble. J'ai noté pour le moment des questionnements autour d'une part, la question de excusez-moi, j'ai pas le corona, rassurez-vous. La question d'une part de tout ce qui était un peu autour de l'humain et les questions un peu juridiques sur la possibilité ou pas d'être absent pour garder ses enfants. J'ai noté une question sur la continuité pédagogique et ça sera peut-être même, j'ai l'impression, l'objet d'une autre rencontre parce que je pense qu'on va être sur des questions sur le long terme. Et enfin, j'ai noté aussi des questions plus spécifiques sur les établissements qui seraient concernés par l'accueil des personnels soignants. Ce qui pourrait être intéressant aussi pour voir un petit peu, c'est simplement que vous indiquiez dans quel type d'établissement vous êtes, école, collège, lycée, et dans quelle région, à la limite, ça c'est plus pour le fun. Donc je suis en train de noter, hein, dépenses bêtes. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Donc, d'une part, je suis Pascal Gilles, proviseur dans un lycée de la région parisienne, de polyvalent de 1500 élèves, avec, je dirais, à la fois du CAP à la classe prépa, des dynamiques surtout industrielles et numériques, en étant par ailleurs, j'ai été principal d'un collège d'éducation prioritaire. Je vous rappelle que je peux partager la caméra. Donc, n'hésitez pas à m'indiquer si vous avez des choses qui peuvent être partagées, parce que c'est l'idée de ce temps d'échange. Normalement, sont aussi avec moi à la fois Marie-Christine, qui est directrice d'école, et puis aussi Karine, qui est actuellement principale d'un collège. Voilà. Sur les points que nous voulions aborder d'une part, c'est d'une part remercier Manageduc, communauté d'échange entre cadres d'éducation nationale pour s'outiller et s'appréhender ensemble les évolutions du pilotage éducatif, d'avoir prévu ce temps du matin. Voilà. D'autre part, on a aussi rappelé quelques règles autour du fait que, bien sûr, notre parole est libre, d'une part, et d'autre part, qu'on est vraiment là sur un espace d'échange. On essaiera bien sûr de voir et de faire une synthèse de ce qu'on aura pu se dire, et on verra sous quelle forme on peut la partager sur l'espace Manageduc. Voilà. Je pense que les premières questions sur lesquelles on peut essayer de rebondir, ce sont des questions autour essentiellement de l'humain. Il nous semblait absolument nécessaire que cette question humaine soit au cœur de nos préoccupations, même si dans un premier temps on va être sur des préoccupations administratives, organisationnelles. D'une part, autour de l'humain, l'une des questions qui va se poser, c'est la prise en charge du sentiment, je pense, de solitude, à la fois de nos élèves, mais aussi de nos personnels. Pour ma part, moi j'ai déjà vu des professeurs qui, d'une part, s'inquiétaient parce qu'elles devaient ou ils devaient garder leurs enfants à la maison et du retour que pouvaient avoir les élèves sur leur manque de disponibilité par rapport à des professeurs qui, eux, vont pouvoir travailler à distance. D'autre part aussi, qui s'inquiétaient sur le fait de se retrouver là dans un espace complètement nouveau pour eux en tant que parents, d'être à la maison avec des élèves, avec leurs enfants, sans avoir obligatoirement la possibilité d'avoir des activités pédagogiques très clairement, ou activités de loisirs à faire. Je ne sais pas si vous avez entendu notre ministre, même les visites en square ne sont pas obligatoirement les plus développées.
Et enfin, aussi, dans la dynamique d'être sur ce sentiment-là, voilà, de se retrouver dans un contexte, j'allais dire, intellectuel moins favorable que d'habitude, je pense. Et je pense que toutes ces questions sont à traiter. Donc, par exemple, nous, on a réfléchi à la possibilité d'ouvrir un espace un peu activité pour enfants et essayer de favoriser les liens qui permettent de gérer un peu aussi un peu plus les gardes collectives, parce qu'a priori, on s'oriente aujourd'hui sur la dynamique de moins de 10 personnes peuvent se réunir sans trop de difficultés à partir du moment où on respecte les gestes de base. D'autre part, sur l'humain, il y a aussi la prise en compte et le repérage de toutes les personnes qui sont à risque, sachant que par définition, on ne le sait pas obligatoirement et que là, on rentre un peu sur la confidentialité. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est pas si simple parce qu'on voit un certain nombre de collègues venir nous voir avec des inquiétudes qui sont fortes. Et là aussi, je crois qu'on a nécessité de beaucoup d'écoute. Et petite pensée aussi pour tous ceux qui aujourd'hui ont à proximité ou eux-mêmes ce sentiment d'une fragilité un peu plus grande, parce que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on arrive à gérer. Enfin, bien sûr, pour rentrer sur les dynamiques de garde d'enfants, et vous pouvez bien sûr compléter ou même contredire par écrit ou en prenant la parole ce que je disais. Très clairement, là, aujourd'hui, c'est que toute personne qui doit garder des enfants peut effectivement s'absenter, faire une demande d'autorisation d'absence spéciale. Nous, on utilise aussi le document classique et il n'y aura pas de jour de carence pour cette garde d'enfants. Voilà. Je vois qu'il y a quelques soucis de communication. A priori, si vous nous regardez d'un téléphone, ça marche moyen sur Safari d'habitude. Voilà. Après, sur le reste, ça doit fonctionner à peu près tout le temps. Et normalement, il devrait y avoir Florence de Simlab qui est aussi avec nous. Et quand vous voyez le message apparaître de Florence sur les questions techniques, elle doit pouvoir vous répondre. Voilà. Enfin, sur cette question un peu collective, et ça va renvoyer, je pense, un peu au fil rouge de notre présentation, il me semble que aujourd'hui, il va falloir maintenir la communauté éducative, la communauté scolaire, et que l'un des points importants aussi, c'est la relation qu'on va avoir avec les élèves et les familles. Moi, j'ai hier croisé quand même quelques élèves inquiets, très clairement, qui avaient l'air de rentrer sur une dynamique. Alors, pour le paiement sur les HSA et la prime REP+, pour répondre, normalement, a priori, j'étais plutôt dans le oui, par définition, d'autant plus que les collègues vont assurer leur enseignement, donc suivre les classes. En revanche, je pense que, comme tout congé, à partir du moment où on est en congé et qu'on garde ses enfants, je pense qu'on va les perdre si effectivement on n'est plus dans la capacité d'assurer son service avec ses HSA. Et en revanche, de mémoire, la prime réplice reste. Voilà. C'est ce que Cyril nous dit, on garde le paiement des HSA et des primes, c'est confirmé par le ministère. Voilà. Sur le plan, j'étais en train de vous parler donc de la relation avec les familles et les élèves. Je pense qu'il est important de pouvoir rassurer les élèves. Il faut, à mon avis, créer chaque jour un temps où on peut soutenir les élèves, les rassurer. Je pense que ça, c'est aussi la question de la vie scolaire, avec de l'accompagnement à distance des élèves. Au niveau des familles, je pense que l'une des difficultés, entre autres, on parlait, j'ai vu qu'il y avait des points sur l'éducation prioritaire ou la politique de la ville, qui est le contexte. Là, nous, on est un peu face à une difficulté, c'est qu'on sait très bien qu'on n'a pas obligatoirement les coordonnées récentes des familles. Donc, on communique essentiellement via notre environnement numérique de travail, via des SMS. Et on a ouvert un système qui permet aux familles de communiquer sur la messagerie de l'établissement, qui pour le moment n'est pas surabondée. Sur l'accompagnement des familles, de la même façon, moi j'ai joint les principaux responsables élus qui normalement ont souvent leur réseau de communication et j'envisage de leur proposer la semaine prochaine un temps de rencontre avec une difficulté, c'est que l'un des responsables a priori est en dépistage sur le coronavirus. Voilà. Alors je viens de dire que deux questions. Je vois que l'ENT de l'Indre est en panne. Alors, on vous souhaite très bon courage et je pense qu'on mettra assez vite sur Manageduc un certain nombre de solutions de remplacement.
Rappelez quand même que dans Pronote d'été ou Molière, il y a quand même des outils et des briques qui sont tout à fait utilisables. Je vois une question sur les professeurs doivent-ils faire l'entièreté de leur temps de service sur site? Alors, il me semble que là, on est sur une vraie question qui est traitée a priori relativement différemment, même suivant les académies, même si vous imaginez que les choses se mettent en place. Sur les retours, mais alors qui sont peu importants quantitativement, j'ai l'impression que dans le premier degré, il y a plutôt une tendance à demander aux professeurs d'être présents sur place. Et dans le second degré, plus on monte dans l'âge des élèves, plus on est dans une logique d'organiser les choses, avec certainement parfois des temps de présence, ne serait-ce que pour la semaine prochaine. Je crois qu'on est assez nombreux à organiser une journée, une demi-journée, ou des temps où les professeurs vont pouvoir se répartir le travail et s'organiser. Moi, je vois deux stratégies apparaître dans l'établissement. La première stratégie est plutôt d'essayer de coller à l'emploi du temps de l'élève et donc de travailler soit à domicile, soit dans l'établissement. Moi, j'ose pas se dire, j'ai de la chance parce que j'ai même des iBooks à prêter à des professeurs et nous, nos élèves bénéficient de tablettes. Donc, on est plutôt dans la logique d'organiser la distribution du reliquat de tablettes aux élèves qui ne seraient pas venus les chercher par le CDI en début de semaine prochaine. Et on a pu organiser des possibilités d'organiser des téléconférences ou des vidéoconférences dans l'établissement. Donc ça, c'est relativement calé. A priori, le retour que j'ai pour ceux qui ont utilisé la plateforme du CNED, c'est que ça marche pas si mal. Sur l'Académie de Versailles, on a à la fois l'outil ClassVia, par exemple, qui permet de travailler aussi à distance. Pour les professeurs, donc on est sur des stratégies plutôt qui vont être variables. Sur les professeurs, si je continue sur leur accueil, on a la difficulté d'une part des professeurs qui ne peuvent plus du tout exercer leur activité. Donc là, moi, c'est les professeurs d'EPS, voire une partie des professeurs d'atelier, parce que faire de la chaudronnerie à distance, ça a certaines réserves. Donc ceux-là, j'ai déjà commencé à évoquer avec eux comment on pouvait les positionner sur plutôt des activités support d'élèves, sur l'accompagnement à leur travail. Et pour les professeurs, voilà, pour les autres personnels, les données sont, pardon, excusez-moi, pour les professeurs, pour suivre le fil de ma pensée, la difficulté est aussi que dans certaines classes, malheureusement, il y a une concentration de professeurs qui vont garder leurs enfants. Donc, je pense que la stratégie qu'il faut essayer à arriver à poser, c'est qu'il y ait bien une prise en charge concrètement des cours collectivement par équipe pédagogique. Alors j'en profite, puis on passera à tous les personnels support ensuite. Je vois quels sont les identifiants. Merci Sich de ta question. Enfin, je me permets de te tutoyer. Enfin, merci Sich de votre question. Parce que, voilà. J'étais dans le même état il y a à peu près 8 heures ou 10 heures. Et en fait, en allant sur le site du CNED, je me suis rendu compte qu'il suffisait de s'identifier, qu'à partir de là, on avait un retour de confirmation par mail, enfin de confirmation d'un lien par mail qui nous permettait de se connecter, et on a accès à toutes les ressources et qu'ensuite l'élève suit les ressources. Et si j'ai bien compris les modalités, l'élève doit envoyer à son professeur, donc c'est là qu'il y a toute une question à organiser lundi et mardi, son travail en fonction de ce que le professeur aura donné. Donc, à partir de là, la plateforme du CNED, elle est accessible pour les collèges à collège.cned, pour les lycées à lycée.cned et pour les écoles, je crois que c'est école.cned. Donc, l'inscription est vraiment facile. Il y a un certain nombre de tutoriels. Il y a même un YouTube qui est relativement bien fait pour expliquer tout ça et travailler avec les parents. Voilà. Donc, par contre, la difficulté, c'est comment on organise, nous, le suivi du travail des élèves. Concernant les personnels, pour répondre à la question technique, effectivement, a priori, nous, sur l'Académie de Versailles, il est prévu que tous les personnels qui n'ont pas des enfants à garder, qui sont sur des fonctions support, viennent dans l'établissement.
Moi, je vois plusieurs difficultés. Là aussi, gérer l'inquiétude de certains. Je pense entre autres aussi les agents de la région, par exemple l'Île-de-France, étaient un peu préoccupés par leur mission. Donc là, il y a nécessité d'accompagner. Et d'autre part, pour les personnels, comment gérer un peu ce sentiment d'injustice, c'est qu'on doit travailler, on est à la fois dans dans quelque part un engagement un peu plus fort parce qu'on ne reste pas chez soi et donc on prend les transports en commun. Et puis techniquement, moi j'ai un petit souci, c'est que par définition, s'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de cantine, donc on est parti là pour essayer d'organiser des grosses auberges espagnoles, ce qui peut être sympa, mais voilà, ça gère un peu plus la difficulté. Même chose sur les assistants d'éducation. Pour le moment, on a prévu qu'en début de semaine, on les mette bien dans la possibilité, parce qu'on a un environnement numérique de travail. Enfin, on utilise Mon Lycée, hein, qui fonctionne pas mal sur la région Île-de-France, même si c'est pas le top, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on va vérifier que tous les élèves sont bien connectés à Mon Lycée, et ceux qui n'auraient pas répondu, on va les faire appeler par les assistants d'éducation. Après, ce qui est sûr, mais ça sera peut-être le webinaire si on en fait un samedi prochain, j'ai pas encore d'idée complètement pour imaginer comment on va occuper tout ce monde-là pendant 3 semaines, un mois. Alors bien sûr, il y a repenser un certain nombre de documents, mais voilà. Mais a priori, donc, quand je lis ce que vous dites, hein, globalement quand même, puis vous savez lire autant que moi, on voit qu'effectivement, on est plutôt dans la dynamique de réunion en début de semaine et sur le reste. Sur le Val d'Oise, a priori, la préfecture autorise tous les rassemblements de moins de 10 personnes qui correspond à peu près au seuil qui est préconisé aussi, je crois, par le ministère des Sports. Donc, on est plutôt dans une logique nous-mêmes d'être peut-être à terme dans la réflexion de cette question. Sur les personnels AESH, moi, de la même façon, je leur ai demandé d'être présents et de me proposer lundi un emploi du temps. C'était une des questions qui était posée. Alors là, je vous dis sincèrement, moi, que je sèche un peu. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une accompagnatrice ou un accompagnateur aille jusqu'au domicile de l'élève? J'ai du mal à le croire. Et en revanche, on a un certain nombre d'élèves. Moi, j'ai à la fois des élèves, j'ai 25 élèves sourds, par exemple, et j'ai aussi 25 élèves, dont une dizaine qui sont accompagnés en classe. Et là, très sincèrement, je pense qu'il y a une vraie difficulté. Sur les élèves sourds, on a trouvé, même sur YouTube, il y a des fonctions qui permettent de faire de la traduction et de faire apparaître les mots en bas de vidéo, mais c'est quand même très moyen pour le moment. Je regardais un peu vos questions. Enfin, effectivement, nous, sur le Val d'Oise, il y a un certain nombre d'établissements qui doivent accueillir les enfants des personnels de santé. Ce sont essentiellement primaires, collèges, sachant qu'à partir du moment où l'enfant a plus de 16 ans, bien sûr, on n'est pas dans l'obligation, enfin, il n'y a pas possibilité de s'absenter pour un enfant de plus de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans qui est handicapé, ou, comme d'habitude, là, c'est le même droit qui s'applique, la nécessité d'accompagner une personne en état de faiblesse. Voilà. Est-ce qu'on a à peu près fait le tour sur cette première question un petit peu, sachant que la deuxième étape pour nous, c'était un peu de réfléchir à tout ce qui était accompagnement pédagogique. Alors, a priori, il y avait des questions techniques. Là, la perception et le retour que j'ai eu, moi, sur le CNED, c'est qu'on était quand même sur quelque chose qui fonctionne de manière assez autonome et isolée, et que faire un lien entre le CNED et le GAR me paraît difficile. Alors, ensuite, sur l'accompagnement pédagogique, il nous semblait, on a essayé de préparer un peu ce temps à quelques personnes, c'est qu'il nous semblait un peu difficile d'arriver à trouver le juste équilibre entre à la fois permettre à chacun d'avoir sa liberté pédagogique, et il existe déjà dans la plupart des établissements énormément d'activités, et aussi
comment on peut, à un moment donné, uniformiser l'ensemble des propositions, parce qu'on peut imaginer que dans une famille de 3 enfants, il peut y avoir une difficulté forte à se situer autour de ces questions-là. Déjà sur la partie pédagogique, il y a quand même à prendre en compte le fait que d'une part, nous, on n'est pas sûr dans notre région que ça ne va pas saturer au niveau des réseaux numériques. D'autre part, l'autre question qu'on se pose, c'est comment fait-on dans une famille, vous parliez d'éducation prioritaire, pour que, à un moment donné, tous puissent se connecter, et on n'imagine pas obligatoirement qu'il y ait 3 ordinateurs ou 4 ordinateurs, et ça veut dire qu'en plus, tout le monde va se connecter en même temps si on reste sur l'emploi du temps classique de la classe. Donc là, il y a une vraie question qui se pose pour nous. Je pense que la semaine va nous permettre d'essayer de le poser concrètement. Je vois Marie-Christine qui dit la difficulté de s'approprier des outils numériques que des collègues ne connaissent pas depuis hier. Nous sommes submergés, cela gère aussi du stress. Là-dessus, pour répondre à Marie-Christine, moi, effectivement, c'est pour ça que on se donne du temps et qu'en gros, ce qu'on a annoncé aux élèves, et on a envoyé un courrier à toutes les familles, était de dire attention, attention, sur le cours, sur la possibilité de vraiment fonctionner. On sera là-dessus en fin de semaine. Quel est l'intérêt de prévoir un EDT virtuel? Comme je l'ai indiqué, je pense que c'est une vraie question qui se pose à ce niveau-là, et qu'effectivement sur l'EDT virtuel, on est, je pense qu'il faut, peut-être qu'on peut imaginer que sur des classes fragiles, sur des classes d'enfants jeunes, moi c'est ma perception, il y a nécessité de se retrouver à un moment donné et d'être sur cette logique. Je pense que nous, on sera plutôt en lycée sur une logique de dire vous avez des rendez-vous par moment et vous avez des possibilités de joindre vos professeurs par moment. Voilà, on est plutôt sur cette logique-là et de faire apparaître ces temps de rencontre dans la logique qu'il y en ait au moins quotidiennement. Alors après, Bonafous nous dit quid des élèves qui ne se connectent pas sur le LENT, qui ne réalisent pas leur travail. Là, l'idée, c'est d'être le plus possible, il me semble, sur le même pointage que d'habitude, sachant que malheureusement, je pense qu'on risque de, entre autres sur de la voie professionnelle, de se retrouver face à une vraie difficulté, d'autant plus que nous, on a déjà certains élèves, en particulier filles, qui vont se concentrer sur la garde soit des enfants de leur famille, j'allais dire malheureusement, parce que je pense que là, il va y avoir une discrimination de genre, soit travailler et donc n'être moins disponible, ça c'est clair. Et d'autre part, c'est pour ça qu'on va rester sur le même pointage avec, moi ce que je propose, c'est des bonus pour ceux qui rendent les temps en heure et trouver un système qui fait que, et essayer d'inciter les professeurs à faire apparaître plutôt les choses. Plutôt apparaître sur les bulletins et valoriser, c'est être rendu. Alors ça marche plus en lycée et entre autres sur les classes dont les bulletins remontent dans Parcoursup. Il est clair que le moyen de pression a certaines limites. On a déjà parlé donc de ce que disait Aline et des fratries qui se partagent un seul ordinateur. Alors, a priori, un certain nombre de communes se sont organisées sur Argenteuil, c'est 105 000 habitants, donc on en est par là, ils sont essentiellement sur le premier degré. Mais moi, j'ai demandé au maire d'organiser une réunion pour voir d'une part s'il y avait des hotspots qui pouvaient être accessibles et comment on peut générer des hotspots. D'autre part, comme je vous le disais, nous, on est en train de réfléchir à la possibilité d'accueillir des élèves qui ne seraient pas les uns à côté des autres, mais qui, avec des situations vraiment confirmées, pourraient se retrouver face à un ordinateur de manière isolée, avec la nécessité de le suivre, de bien le nettoyer. Il y a possibilité aussi d'organiser, mais ça génère les transports et je ne sais pas jusqu'où on va dans les transports et sur la région parisienne où on nous annonce quand même, ne serait-ce que la RATP, des réductions fortes liées aux absences des personnels qui gardent leurs enfants. La possibilité de laisser les copies et les exercices. Alors je sais que dans certains villages de l'Aveyron, par exemple, c'est la gendarmerie qui
qui est le lieu où on rend ses devoirs. Alors, c'est peut-être un moyen d'avoir les devoirs rendus à l'heure, mais a priori, suivant les lieux, il y a des systèmes qui s'organisent, plus ou moins de distribution. Je ne sais pas si on peut aussi solliciter les postiers. J'en profite pour vous dire que nous, on a pris, le hasard a fait qu'on a pris un abonnement Néo Poste par la Poste, qui va nous permettre d'envoyer, par exemple, aux 150 élèves de terminale, parfois des sujets papier quand ça sera vraiment nécessaire. Voilà. Alors, excusez-moi parce que j'essaye de suivre. Florence nous dit que si c'était nécessaire que ça dure plus longtemps, en fait, on peut. Donc, Florence est directrice de SynLab, l'association qui gère ManageEduc, qui nous a ouvert cet espace. Et Florence dit que ça peut durer plus longtemps. Voilà. Alors, on voit que sur Lyon aussi, il y aura moins de bus. Alors, sur les questions pédagogiques, pour essayer de répondre aux questions. Sur les PFMP. Sur l'Académie de Versailles, on a eu des réponses assez précises et je crois qu'elles viennent d'un niveau national, qui était de dire les PFMP demeurent comme d'habitude, c'est-à-dire sous la responsabilité du chef d'entreprise, c'est-à-dire que si le chef d'entreprise considère que le stage, PFMP, ces périodes de formation au milieu professionnel, doit continuer, il dure. En revanche, si l'élève voit son stage être interrompu, il y aura toutes les latitudes comme d'habitude, mais de manière certainement plus forte. On peut demander une adaptation de la durée de stage et les inspecteurs qui valident cette adaptation font que les élèves de première pourront bien valider leur BEP, les élèves de terminale pourront bien valider leur bac pro s'ils n'ont pas fait les 22 semaines de stage. Voilà. Après, la logique serait d'essayer de proposer aux élèves de retrouver un stage, mais malheureusement, dans certains secteurs, entre autres industriels, où on est sur un tissu de PME et PMI, nous, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont plus complètement de chantier. Voilà. Concernant, j'essaye de regarder, et n'hésitez pas à faire un point. On fera la synthèse un peu de vos propositions. Concernant, donc si on est sur les situations un peu particulières, concernant les adultes du Greta en formation continue, de la même façon, je crois qu'il y a pas mal de Greta qui ont décidé d'interrompre les formations en établissement cette semaine et de réfléchir à des solutions qui serait qu'effectivement, en respectant les distances de protection, on pose, parce que là, on est sur de la formation pour adultes, donc a priori, il y aurait des solutions possibles, et la solution à préconiser le plus, c'est d'essayer de décaler la période de stage pour l'anticiper, mais c'est pas toujours faisable. Dernier point pour les apprentis, nous, le CFA académique de Versailles nous recommande fortement de faire en sorte que les élèves soient plutôt en entreprise, donc qu'ils restent en entreprise et que dans le même temps, à proximité des examens, on retrouve les semaines. Là, on peut considérer que sur le Greta, comme les entreprises, comme les PFMP, les entreprises qui vont continuer à tourner vont certainement être demandeurs de main-d'œuvre. Alors, c'est un peu cynique ce que je suis en train de dire, mais si ça nous enlève une épine du pied, sincèrement, moi, je pense que c'est une carte qu'il faudra jouer. Alors, est-ce qu'il est possible de faire des évaluations à distance? Oui. Alors, il faut savoir que vous avez un certain nombre d'outils, par exemple dans Pronote et dans Molière. Molière, je parle un peu avec réserve, mais enfin, ça existait il y a 7-8 ans, donc ça doit toujours exister, des possibilités de faire des évaluations à distance. Pour vous donner, alors là, je change de casquette et je prends la casquette de papa, mais là, ma fille, ce matin, elle a eu un sujet de SVT à 8 heures, elle le rend à midi. Voilà. Il semblerait que la région Île-de-France et qu'un certain nombre de régions ou de départements réfléchissent à des plateformes possibles. Vous en avez peut-être des idées sur lesquelles on peut déposer. En revanche, ce qui est clair, c'est que vous ne pouvez pas garantir qui est derrière l'ordinateur. Donc, comme d'habitude sur les devoirs à la maison, il y a une vraie… voilà, je pense qu'il faut je crois qu'on va être obligé de les utiliser, mais qu'en revanche, on va poser les choses. Desno, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Je vous propose de peut-être la partager, parce que ça pourrait être sympa que, voilà, on pose un peu les choses. Mais la logique est effectivement de se dire qu'à un moment donné, on peut excusez-moi, j'essaie de faire deux choses à la fois et j'ai du mal, qu'on peut effectivement, et qu'il y a une nécessité de faire rendre régulièrement
les élèves, que les élèves rendent régulièrement des devoirs et qu'on s'organise pour le faire. Donc, Desnos, je t'invite à partager l'écran si tu le souhaites. Voilà. Après, si tu ne le souhaites pas, tu dis non, il n'y a aucun souci. Là, nous, on improvise. Hein. Je vous prie d'excuser mes hésitations, mais je suis dans l'improvisation totale. Sur le plan des quiz, là, de la même façon, maintenant, il y a un tas d'outils que vous pouvez en partager qui permettent de faire un certain nombre de quiz. Moi, je ne peux que vous inciter et on va réfléchir à la logique de clairement poser la question de l'évaluation par quiz. Vous savez qu'il existe différents types de quiz. Est-ce qu'on est dans les réponses à choix unique fermé et qu'à un moment donné, dans ces cas-là, on doit avoir un système de notation qui fait qu'il faut avoir 75% des réponses bonnes pour avoir 10, ou est-ce qu'on est sur des systèmes un peu plus complets? Alors, Rémi pose une question majeure sur tout ce qu'on va faire. C'est la question effectivement de la RGPD, qui est une question de fond qui doit nous guider. Et là aussi, mais alors, sincèrement, si ce n'est qu'y avoir réfléchi à la question, il est clair que suivant les outils que nous allons utiliser, il faut faire très attention. Et donc, on peut que se dire qu'il faut qu'on essaye de préconiser les outils qui sont proposés par l'Éducation nationale ou les outils qui sont proposés par les collectivités territoriales, ou si vous êtes dans des établissements privés, les établissements qui sont proposés de ce type. Voilà. Alors, il y a à nouveau des questions sur des EDT. On voit apparaître Gaël qui nous fait apparaître un panorama des outils numériques. Hein. Je pense que d'une façon assez forte, ensuite, on va demander à l'équipe de Synlab, et puis bien sûr, nous, on participera de manière bénévolement pour essayer de se faire un peu une synthèse sympathique de tous ces outils. Je sais par ailleurs qu'il y a un certain nombre d'académies qui ont déjà posé ce type d'outils. Alors, on avait à nouveau des questions sur l'évaluation et pendant qu'on était là-dessus, ce qui est clair, c'est que notre ministre a annoncé, il semblerait quand même que les choses soient en train de se construire encore, mais annoncé que le bac se tiendrait, que pour le moment le bac se tiendrait, que pour le moment les concours se tiendraient et que les concours se tiendraient plutôt à distance. Alors là, les universités ont déjà l'habitude d'utiliser des plateformes pour le faire. Il y a même des universités qui utilisent des Dropbox et autres pour le faire. Ce qui est clair, c'est qu'il faut quand même peut-être, dans les établissements qui préparent des élèves à des concours, je pense, nous, pour nos classes préparatoires, par exemple, on réfléchit déjà à une solution qui fait qu'on les met devant un ordinateur de manière à ce qu'ils puissent passer leur concours à distance. Ça, c'est clair. Deuxième point, sur toutes les adaptations, je pense par exemple au bac technologique et au bac STI 2D, les retours que j'ai eus, moi, un peu des inspecteurs, comme pour les projets du type bac SSI, la logique, ça serait de poser plutôt des évaluations en s'arrêtant avant la partie réalisation concrète et vraiment matérielle, ou peut-être en permettant à certains d'accéder à du matériel qu'ils viendraient chercher, qu'ils pourraient réaliser à la maison, mais on est sur des choses très simples. Mais a priori, on va se concentrer sur tout ce qui est mis en place. Autre question, alors là, c'est juste une réflexion hier avec des professeurs d'EPS de l'établissement, parce que alors eux, ils sont à la fois dans l'incapacité réelle de faire cours, donc d'une part, sauf à imaginer qu'on fait courir les élèves tous à 1 mètre, et puis vous avez compris, ça c'était pour la blague. Mais en revanche, nous, il y a un de nos profs qui a envoyé une appli qui permet de partager la course qu'on a fait et qui demande aux élèves de faire leur programme. Voilà, idée un peu amusante. Si on arrive à faire en sorte que chaque élève fait 30 minutes d'activité physique par jour, on n'aura peut-être pas tout perdu. Voilà. Mais il y a des limites, et a priori, même sur les applis d'EPS, il y en a un tas qui sont sympathiques, mais on est obligé de tomber sur du privé. Et je lui faisais la remarque qu'on tombait dans des questionnements RGPD.
Je vois des questions sur les CAP, par exemple. Alors là, moi, je suis en vraie préoccupation sur les élèves de CAP, entre autres CAP chaudronnerie, qui ont une maîtrise de la langue française et de l'écrit, qui est particulièrement fragile, qui sont des sous-utilisateurs d'outils numériques, qui sont dans des conditions sociales souvent qui ne permettent pas d'avoir accès à un téléphone avec une 4G suffisante. Et donc, on est en train de réfléchir à des solutions qui permettraient de les évaluer oralement, mais en malheureusement les faisant se déplacer, sachant qu'un certain nombre viennent de loin et que la solution va être loin d'être simple. Donc là, moi, je dirais joker pour le moment, on n'a pas vraiment de solution. Des professeurs m'ont demandé dire, mais nous, on se déplace pour aller les voir en PFMP, est-ce qu'on peut se déplacer pour les interroger aussi. Sur les CCF, on est peut-être sur cette solution-là, d'essayer de voir si on peut pas les mettre en stage très long, mais juridiquement, pour le moment, on peut pas aller si loin que ça, il y a plus de 8 semaines, a priori, dès qu'on dépasse 3 mois, de toute façon, il faudrait les payer. Donc là, on est sur des complications. Et d'imaginer qu'on va faire de l'évaluation en CCF de manière très partielle en allant les visiter sur place. Voilà. Quid des certifications de langue en cours? Là, j'ai pas plus de réponses. J'ai aussi la problématique, mais là, si vous avez des réponses de vos rectorats, il ne faudra pas hésiter à nous les partager, parce qu'on attend. Voilà. Vous avez vu bien sûr que les E3C, par exemple en lycée, le planning était étendu, de la même façon c'est posé. Il y a aussi, nous dans l'Académie de Versailles, là quasiment tous, on a reporté nos backlogs, nos devoirs communs, en imaginant qu'on va peut-être les faire à distance, en imaginant surtout que on va surtout faire cours dès qu'on aura retrouvé un fonctionnement classique. L'un des points importants que vous posez, qui me semble, c'est comment on forme les collègues. Il me semble clairement que pour former les collègues, là, il y a une vraie réflexion à poser. L'idée, nous, c'est de partir sur des temps de rencontre en interne et d'organiser des web-conférences. Aussi indiquer qu'il existe un certain nombre de MOOC, alors à la fois sur la plateforme FEM, mais pas seulement. Il existe les outils magistères qui peuvent répondre à un certain nombre de questions et je pense qu'effectivement, on va peut-être pas tout perdre dans ce qui se passe en ce moment et clairement, on risque de mobiliser un certain nombre de professeurs sur de la formation. Je regarde un peu vos questions, sinon on avait un peu prévu de parler de tout ce qui était outils de communication. Alors, je vois information sur le concours général des métiers. Moi, j'ai rien vu tomber. J'ai vu tomber des choses en maths, par exemple, sur des choses qui étaient annulées. On peut faire passer certains oraux sur Skype, oui, bien sûr, ça c'est clair. Il y a juste une limite, il faut avoir un traducteur en langue des signes, et ça peut se poser. J'en profite pour vous dire que, alors c'était pas le cas nous sur le département, mais ça commence à bouger dans le Val d'Oise, c'est qu'a priori on peut imaginer que la MDPH sera prête à payer un certain nombre de traducteurs sur ce type de besoin. Voilà. Alors, voilà. Concours des meilleurs apprentis de France suspendu, je vois. D'accord. Alors, juste une remarque sur Skype, là encore, nous on l'utilise, hein, donc c'est un peu fait ce que je dis et pas ce que je fais. Là aussi, si on peut privilégier des outils qui nous sont proposés et qui sont complètement sécurisés, ça nous évite les questions, ne serait-ce que des datas qui sont utilisées. Dans les moyens de communiquer, ce qu'on a essayé de recenser un petit peu, il nous semblait la communication par mail et certainement auprès des familles, celle qui est le plus utilisable peut-être. Quand je dis par mail, c'est on pense entre autres aux mails des ENT. De la même façon, la communication vis-à-vis des élèves, au moins les élèves de lycée en général, ont une messagerie, ne serait-ce que quand ils se mettent à aller sur Parcoursup par exemple. En interne et au niveau des établissements, on peut certainement utiliser aussi les messageries instantanées type WhatsApp.
moi, j'ai quand même un certain nombre de collègues qui ont des réticences, non pas sur le fait qu'ils communiquent avec nous sur WhatsApp, mais que leurs collègues puissent voir leur numéro de téléphone. J'ai parlé des ENT et aussi vis-à-vis des collègues, on pense proposer en interne la possibilité de nous joindre à heure fixe, un peu comme dans le cadre de la gestion des temps de crise, essayer de faire en sorte que dans notre emploi du temps de cadre, on est, quand je dis nous, hein, c'est l'équipe de direction, voire l'équipe d'encadrement, on soit systématiquement dans des lieux où on peut nous joindre et qu'on se bloque là-dessus, en essayant de mettre quelque chose de variable, en pensant à la fois à ceux qui gardent leurs enfants, à ceux qui travaillent tôt, à ceux qui travaillent tard. Voilà. Oui, alors je vois certains collègues proposent effectivement des regroupements volontaires. Moi, j'ai prévu que les collègues lundi ne travaillent pas, enfin travaillent de chez eux et je leur ai envoyé une liste d'outils assez forte. Et ensuite que mardi, on fasse la synthèse de tout ça et qu'on essaye de repérer les besoins de formation. Très clairement aussi, nous, dans l'établissement, ce qui risque de beaucoup être utilisé, c'est les blogs. Alors, je rappelle, hein, via Canopé, via autres, on a des outils là tout à fait intéressants de blog, de possibilités de mettre la vidéo sur Web TV et puis on peut. Voilà. Alors, je vois que Karine est avec nous et je vais essayer d'attraper Karine et de lui proposer de prendre un peu la parole. Excusez-moi. Voilà. Alors, Karine est en train de se connecter. Donc, je vois effectivement, hein, on est alors à la place de WhatsApp. Alors, ça, c'est merci Lefebvre. Karine, on te voit. Salut. Ouais. Karine, elle essaie de se connecter. J'hésitais à proposer ça parce que je ne sais pas si sur toutes les académies c'est proposé. Ce qui est clair sur chat, c'est que effectivement, entre cadres, ça fonctionne pas mal. En revanche, je crains que pour le moment, au niveau des professeurs, il soit très peu sur l'utilisation. Après, je suis d'accord avec toi. L'idée, c'est bien d'aller vers chat. Karine, on t'entend. Pour moi, c'est bon. Karine, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Karine ne doit pas nous entendre, mais voilà. Moi, je ne vous vois plus et je ne vous entends plus. J'essaye de régler le problème. Alors, excusez-nous, hein, on bricole. Hein. Alors, elle est repartie, mais excusez-moi. Voilà. Sur la partie parents, moi j'ai sincèrement une difficulté. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est comment on communique avec les parents. Donc on a parlé du courrier. Hein, je vous ai même parlé de Néopost qui nous permet. Alors ça coûte un peu cher, mais quand même moins que si on fait les courriers habituels. Mais moi j'ai prévu lundi de faire partir un courrier à tous avec des éléments un peu plus précis. Ensuite. Sur les parents élus, là, un travail un peu plus fin. Et enfin, là, nous, on a une vraie difficulté sur les parents qui ne lisent pas. C'est aussi pour ça que moi, je souhaitais rencontrer un peu la ville et voir comment on pouvait travailler sur ces questions-là et le travailler collectivement. Parce que toute la question qui se pose au niveau des parents, c'est comment on les accompagne pour qu'ils suivent leurs enfants. Et là, je pense qu'on a une vraie difficulté parce que suivant les familles, et on parlait d'éducation prioritaire ou des discriminations sociales dans vos présentations, moi j'ai une vraie inquiétude sur le fait qu'on va imaginer que certaines familles, Karine, on te voit et on t'entend, hein, si tu es passé par ton téléphone. Super. On parlait de la difficulté d'accompagner les parents qui, d'une part, ne sont pas obligatoirement complètement au fait de
l'accompagnement de leurs enfants et qui, d'autre part, parfois ont même jusqu'à des difficultés de lecture. Oui, c'est toujours un problème, hein, parce qu'il va falloir effectivement pouvoir les accueillir dans les établissements pour les accompagner au mieux, sans créer de panique. Voilà, moi j'ai prévu d'ouvrir l'établissement au public, notamment les parents, sur des heures définies, parce que je vais avoir un secrétariat qui va être plus ou moins présent, parce que ma secrétaire doit garder son gamin. Donc voilà, c'est la solution pour l'instant que j'ai trouvée, mais j'attends de voir lundi si on peut avoir autre chose comme idée avec les collègues. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse à ce type d'optique et en réseau. C'est-à-dire que moi, j'avais presque envie de proposer, dans le cadre du dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite de leurs enfants, voir si on ne pouvait pas le transposer quelque part et à des parents qui ne sont pas dans ce dispositif, avoir un peu le même modèle et voir avec la ville si on ne pouvait pas dire, alors soit chez nous, soit dans une maison de quartier, mais voilà, en tant que parent, vous pouvez venir et on vous aide à accompagner vos enfants. Voilà. Mais très sincèrement, je pense qu'il y a une question de fond sur cette question-là et que certainement que l'entrée et voir ce qui se fait dans le premier degré et nous essayer de s'y greffer, même si bien sûr il y a des enfants qui sont suffisamment grands pour que les parents n'aient plus à aller dans le premier degré. Mais par capillarité, on peut peut-être y arriver. Réfléchir aux photocopies disponibles en vie scolaire, bien sûr, avec les supports pour les enfants à besoins particuliers. Est-ce qu'on est capable de produire, nous on est en train de réfléchir, nous à acheter une clé USB pour que un enfant qui ait vraiment des difficultés de lecture, on essaye de lui mettre des vidéos. Enfin bon, mais ça nécessite une réflexion assez forte et donc c'est là-dessus, moi, que je pense que les assistants d'éducation peuvent être mobilisés. Oui, moi, c'est ce que j'ai réfléchi aussi de mon côté. Ça va être effectivement le principal travail qu'ils vont avoir à faire. Et puis, je pensais aussi éventuellement à continuer pour justement les gamins qui sont le plus éloignés du numérique, peut-être les inviter à venir de temps en temps en tout petits groupes sur des plages horaires définies avec les assistants d'éducation pour continuer l'aide aux devoirs. Voilà. Alors, il y avait une question sur les conseils de classe, on y reviendra après, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui me semble renvoyer à des questions qu'on a vues apparaître sur la durée. Et là, je vous propose, si vous le souhaitez, vous êtes nombreux et vous restez, donc on va considérer que vous le souhaitez quelque part, que nous on réfléchisse à la même chose samedi prochain. Il me semble que, je vous dis, moi je vois un peu une semaine en deux temps. Une première semaine où on organise, d'une part, une fin de semaine où on finalise ce qu'on a organisé. C'est très clair, c'est quels sont les premiers cours, quels sont les premiers contenus et comment on se répartit les tâches. Comment on travaille sur ces supports locaux et moi je suis en train de voir quel comité de pilotage on a tout ça parce que je pense qu'il faut absolument qu'on associe certains professeurs à la fois sur les questions numériques, mais ça à la limite on a la commission numérique ou enfin on l'appelle différemment certains, mais on a des outils là pour le faire et je dirais au niveau technique je pense qu'on va pouvoir arriver, puis j'imagine qu'on va nous soutenir au niveau de nos instances. En revanche sur le plan pédagogique, là, moi, j'ai l'impression qu'on rentre clairement sur quelque chose de complètement nouveau et qu'il faut qu'on favorise à un moment donné le retour d'expérience des professeurs et qu'on avance à ce niveau-là. Donc, quand on dit sur la durée, j'ose pas vous dire, alors vous voyez que j'ai plus beaucoup de cheveux, mais que j'ai dû en perdre 5-6 hier matin quand j'ai entendu notre ministre dire que c'était au minimum jusqu'aux vacances. Avec pour le fun, je crois qu'il n'a pas précisé quelles vacances, donc je ne sais pas si c'est celle de la zone A, de la zone B ou de la zone C, mais qu'il était aussi sur plusieurs mois et qu'ici on se met à durer sur plusieurs mois. Je crois que sur le lien social que représente l'école, tout l'enjeu, et je reviens un peu à ce qu'on disait au début, me semble être à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire comment on maintient un lien social et comment on évite. Moi j'ai un certain nombre d'inquiétudes sur le plan psychologique de tous ces élèves qui vont se retrouver très isolés dans des contextes familiaux peu porteurs, voire même parfois maltraitants. Voilà. Alors vous parlez aussi… Pascal, là je vois effectivement les collègues qui disent qu'on ne peut pas accueillir d'élèves à moins d'avoir l'autorisation de la DSDEN. C'est effectivement à travailler avec eux, notamment pour les élèves les plus éloignés. Et je rebondis sur ce que dit Griselin en disant qu'il y a eu trop de travail de données. Moi, le mot d'ordre que j'ai donné à mes enseignants pour lundi, c'est
qu'on puisse établir un planning qui soit simple, lisible, et qui ne soit pas une surcharge de travail pour les uns et pour les autres. Il faut vraiment privilégier le fait qu'on ne doit pas remettre de l'angoisse ou de l'anxiété dans une situation qui l'est déjà. Tout à fait. Alors, je vois quid du corps des inspections pédagogiques. Ben, je crois qu'ils attendaient et qu'ils sont bien sûr au boulot. Pour répondre aussi sur l'accueil, je le dis sincèrement, même si sur mon quotidien, c'est pas complètement vécu de la même façon, mais j'ai la chance d'avoir un internat et que nous, l'internat va continuer à être ouvert pour accueillir des élèves qui sont sans solution de couchage, donc ça c'est clair, sur la durée en particulier. Et je dirais même, moi, la logique là-dessus, c'est d'essayer de jouer de la carte de la mutualisation territoriale. C'est-à-dire que j'ai proposé à la direction académique de dire, si on est tous à accueillir 2 élèves en internat, comme on est le plus gros lycée, bah, vous les mettez chez nous et puis tant que les transports communs fonctionnent à peu près bien, ils se déplacent et ils le font et on joue comme ça. Après, ça crée des vraies questions techniques parce que faire fonctionner une cuisine pour 2 élèves, ça fonctionnera pas. Donc, je pense qu'il y a plein de petits restaurants. Donc on va soutenir les petits restaurants locaux qui n'ont plus de clients, mais derrière ça, vous voyez la difficulté. Moi, je pense vraiment, effectivement, comme tu le disais aussi, qu'il faut se donner comme toute gestion de crise, il faut garder la maîtrise du temps et se donner des rendez-vous précis, à la fois en interne avec les collègues qui travaillent sur place, à la fois sur les collègues qui viennent à un moment donné, et je pense qu'ils auront besoin pour un certain nombre de venir tout en étant raisonnables, et à la fois aussi en externe, et même pour ceux qui gardent leurs enfants, par exemple, dans la limite de ce qu'on peut proposer. Sur le plan, je regardais un peu les questions. Ensuite, il y avait une demande pour éventuellement augmenter le nombre de rencontres virtuelles, entre guillemets, sur ce thème dans la semaine. On peut peut-être essayer de regarder si mercredi soir, on peut faire quelque chose. On va en discuter entre nous pour voir ce qu'on peut proposer. Voilà. D'autre part, bon, j'imagine aussi que là, nous, on a essayé de répondre dans l'urgence, mais j'imagine aussi qu'il va se passer des choses au niveau local. Mais il y avait une question, oui, sur les conseils de classe, sur l'Académie de Versailles, mais je crois que c'est au niveau national. On tient, dans la mesure du possible, bien sûr, les instances, mais tout ce qui est du domaine de conseil de classe, tout ce qui est du domaine du conseil d'administration, conseils de discipline, a priori, peuvent se tenir. Alors moi, sur les conseils de classe, j'ai une question qui reste un peu en suspens, qui est comment on peut associer des élèves à un conseil de classe à distance, parce que ce qui est clair, c'est qu'on peut faire un conseil de classe en utilisant les outils à distance. Après, il faut que je trouve le bon outil. Et je crains là encore que autant sur des terminales S, c'est sûr, les élèves seront dedans, autant sur des premières années de CAP, je sais que les élèves ne seront pas là. Moi, j'ai une difficulté un peu moindre, c'est au niveau des parents d'élèves, parce qu'ils ne sont pas systématiquement présents et comme ils sont tous de proximité, ils viendront, mais il faut aussi, à mon avis, se poser la question avec les parents d'élèves. Voilà. Après, la question des élèves, c'est ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Hein. Quand vous avez des formations professionnelles, par exemple, vous pouvez avoir des élèves qui sont à 15, 20, plus de temps en transport en commun. Voilà. On a évoqué clairement les questions du respect du droit. Enfin, moi, il me semblait au niveau des élèves, alors entre autres de collège et de lycée, de manière progressive, nous au lycée, certains collègues commençaient à s'interroger sur la nécessité de mettre les élèves sur un temps un peu autour de leur métacognition. Alors vous savez, autour des sites Bac 2021, Anti-Sèche, etc. Mais il se posait la question de à quel niveau, est-ce que c'est le professeur principal, est-ce que c'est chaque professeur, et donc comment on recrée de l'AP et qu'est-ce qu'on fait de l'accompagnement personnalisé pour les élèves. Alors certains nous disaient à la limite on va mettre de l'AP tous les soirs ou on va mettre AP travail personnel tous les soirs, on se débrouille pour qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible entre 17 et 18 pour répondre à des questions, on mobilise les assistants d'éducation, mais commençait vaguement autour de la machine à café à avoir cette discussion un peu sur métacognition et les élèves.
Alors, quelle est l'amplitude horaire pour l'accueil des élèves en personnel de santé? Moi, sincèrement, là, je ne sais pas répondre. Sur le Val d'Oise, on découvre et peu à peu, en fonction des recensements des villes, qui est concerné. Donc là, je ne sais pas vous répondre. Ouais. Je crois qu'on n'a pas vraiment de visibilité. Après, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir nous imposer une amplitude horaire plus que les ouvertures classiques de l'établissement, ce qui pose déjà pas mal de problèmes, parce qu'on est, en tant que personnel de direction, très préoccupé de la santé de nos personnels, des élèves, etc. Il ne faut pas nous oublier, nous. Hein, il faut qu'on tienne sur la longueur, la situation risque de durer. Il faut qu'on puisse physiquement et psychologiquement tenir le choc. Voilà. Et là, je pense que là aussi, il y a une réflexion globale qui va se poser autour de les établissements qui ont des internats, qui eux ont des plages horaires larges. Dans la limite, moi sur l'internat, il suffit qu'il y ait 3 personnes, et c'est possible, hein, parce qu'elles travaillent en même temps le soir, qui attrapent le virus pour que l'internat ferme. J'ai cru, alors là c'est du off de relation avec un médecin militaire, j'ai cru comprendre que dans les étapes possibles, il y a cette réflexion-là et que on rentre dans d'autres logiques et que l'armée soit à un moment donné sollicitée dans le cadre d'un plan de sécurité large. Hein. On n'en est pas là, mais malheureusement, je pense qu'il y a cette vraie question. Je crois qu'aussi au niveau des hôpitaux, il y a une vraie réflexion pour gérer les flux et que ça va se faire au cas par cas. Dans les petites idées aussi pour maintenir le lien avec les élèves, travailler sur la métacognition, j'ai vu apparaître autour des choses autour de la devinette quotidienne, le concours quotidien, l'énigme quotidienne. Je trouve ça sympa. Je me disais même, j'avais envie, voilà, de rire un peu. Et nous, au niveau des collègues du Val d'Oise, on s'est envoyé la chanson de Coé là ce matin pour voilà, sur se laver les mains. Si vous voulez vous faire bien peur en termes de qualité musicale, n'hésitez pas. Mais en gros, je crois qu'on en est là un peu dans la nécessité de trouver des choses pour rire. Même chose aussi sur, comme tu le disais, avoir une progressivité des envois. Et la limite, alors le site du CNED, il est pas mal fait pour ça parce qu'il est très séquencé, j'ai la semaine 1, etc., etc. Les vidéos, elles sont quand même pas hyper hyper fun pour le moment, donc je pense qu'il y a certains élèves qui vont avoir des retours là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut, à mon avis, arriver à mettre en place, et c'est l'objet de début de la semaine prochaine, cette communication, et il peut y avoir une envie de tout mettre d'un seul coup. Mais en revanche, je pense qu'il faut s'organiser à la fois au niveau matériel, mais aussi au niveau pédagogique pour voir comment on avance. Par rapport à ce que dit Bénédicte sur l'accueil des enfants, c'est parfois mal vu de la part des enseignants ou des AED hein, qui voient ça comme un mépris pour leur santé. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il va falloir on soit vigilant, qu'on prenne en compte ce sentiment et qu'on puisse les protéger au mieux. Ils sont quand même en première ligne et on ne doit pas prendre de risques inutiles. Donc, j'entends bien la priorité du gouvernement, effectivement, de pouvoir libérer les personnels de santé pour assurer le suivi sanitaire, mais pas au risque d'autre chose. Donc, il faut qu'on arrive à ne pas perdre la reconnaissance et la confiance de nos personnels. Et je pense d'abord, comme le disait Karine, hein, et très clairement, il faut qu'on se connaisse et qu'on se respecte, et que très clairement quand même nous-mêmes, il y a un moment donné où il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et je crois que si on reste sur l'hypothèse que ça dure, il est très clair que voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on se l'accepte et qu'on se le dise, parce qu'on sait qu'en ce moment, à la fois notre engagement dans le service public il est fort, mais dans le même temps, à vouloir trop le développer, on risque de se retrouver dans l'effet inverse. Moi, j'ai essayé de référencer parce que j'ai quelques collègues qui sont inquiets sur un peu les questions d'arguments pour rassurer, mais sans forcer. Hein, l'équilibre, il est là. C'était à la fois, il y a le rapport à l'âge, il y a à la fois l'organisation interne qu'on peut poser et le respect des mètres de distance. Moi, j'ai par exemple une CPE qui m'a écrit ce matin en me disant, Monsieur Gilles, est-ce que la réunion de direction peut changer d'endroit parce que on se met tous à 1 mètre de distance. Alors, elle m'a pas posé de questions sur le paquet de M&M's qu'on se partage, donc ça, je sais pas comment on va le gérer.
jouer sur les questions de désinfection, même si a priori, il semblerait, alors moi j'ai pas trouvé de chiffre exact, entre 4h et 9h, le virus disparaît, mais je pense que les lieux où on va travailler collectivement, il est important qu'on se donne les moyens de les nettoyer, ne pas hésiter à avoir un gel hydroalcoolique. Enfin bon, moi je me bats depuis 15 jours pour qu'il y ait bien du savon partout, et il a fallu à peu près 15 jours, mais je pense que c'est ces questions-là. Parler quand même à un moment donné et revenir aux valeurs fondamentales de la reconnaissance de la nation, et que on sait bien que les infirmières sont allées là-dessus. Alors on sait bien que notre président utilise beaucoup la figure du héros et c'est peut-être sans aller là-dessus, mais cette question-là qui est quand même à un moment donné, on peut imaginer qu'en temps de guerre, le fait que la classe continue était quelque chose d'important, que l'intelligence continue, voilà, et qu'on, sans en être là, on n'est peut-être pas si loin que ça. On a un très bon système de santé et certainement considéré que, en termes de santé publique, on est quand même sur des choses très cohérentes, même si le modèle il est nouveau, hein, donc c'est pas si simple. Et a priori aussi, parce que je pense que l'une des difficultés, moi, ça commence un peu à circuler, c'est tout ce qui est fake news, analyse, et puis on voit bien que commence à y avoir du poujadisme qui se manifeste un peu, et qu'est-ce que font les cadres, pourquoi nous on doit quand même travailler, enfin bon, etc. A priori, attention à une montre, une boucle d'oreille, a priori, ça peut porter quasiment autant de microbes, voire même plus que là. Donc, essayer de relativiser. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les élèves sur le risque perçu et le risque réel. Je leur dis toujours, quand je prends l'avion, quand je suis arrivé, je souffle un peu, alors que je crois que statistiquement, c'est très peu. Alors que quand je prends ma voiture en région parisienne, sincèrement, sur un trajet que je fais quasi tous les jours, le risque est moindre, le risque est plus fort, et j'y pense pas. Donc là, on voit bien que le risque, il est visible. On peut pas ouvrir la radio, enfin voir un média sans en entendre parler. Et en revanche, je pense qu'on a un travail progressif là aussi d'éducation à la santé et à la citoyenneté à poser. Voilà. Il est bientôt midi. Est-ce qu'il y avait encore des questions? On a les moyens techniques de rester encore un peu. Après, je pense qu'il faut savoir parfois se dire au revoir. Oui, qu'est-ce qu'on mange, effectivement? Alors, merci à Monsieur Lemoine. Voilà, on rêve et on y réfléchit à terme à avoir des cafés ManageEduc ou des temps de rencontre ManageEduc. Merci beaucoup à tous. On va essayer d'en faire la synthèse, et si on a bien entendu, peut-être essayer au niveau. Alors, je rappelle ManageEduc, hein, c'est une association. Anouchka nous dit que ça sera possible de proposer d'autres temps dans la semaine, hein, Pascal. Et donc, puis, on va regarder la faisabilité d'un dossier de partage dans ManageEduc, hein, pour qu'on puisse mettre au fur et à mesure les éléments que l'on glane, nous et vous, ça et là, sur cette situation. Voilà. Et suite à ça, donc on va essayer de reprendre les questions, on répondra. Et puis, je rappelle, hein, voilà, ManageEduc, c'est un outil d'échange associatif avec la possibilité d'avoir un accès libre ou un accès payant. L'accès payant, c'est pas pour qu'on s'enrichisse. Et Karine et moi, on est à 100% bénévoles dans ce coup-là. Et il y a quelques salariés chez ManageEduc, on les remercie parce qu'ils bossent, et ils bossaient même ce matin. Ils sont pas nombreux. Voilà, ils sont pas nombreux. Petit coucou à Florence qui a dû nous suivre et répondre un peu tout en étant avec ses bouts de chou sur ces questions de garde. Voilà. Et puis, je dirais très très bonne semaine à tous. Voilà, portez-vous bien d'abord, bon courage. Et puis, on essaye. Et merci à vous de vos échanges, parce que pour ma part, j'ai appris pas mal de choses, donc c'est toujours sympa. Merci. On essaye, pour aller sur ManageEduc, voilà, vous allez sur le site directement et vous accédez au dossier thématique avec des éléments qui sont en libre consultation, et puis d'autres qui sont payants. Il n'y a pas de souci pour le trouver via Google. Bon courage à tous. Et pour répondre à une question qu'on m'a posée, non, il n'y a pas de lien entre le coronavirus et la bière du même nom. Donc voilà, avec modération, mais n'hésitez pas, le petit apéro. J'ai vu qu'il y avait du sauterne, j'ai vu qu'il y avait du parmentier, etc. Voilà, allez, bye à tous. Salut.